Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le briefing des marchés du lundi 10 janvier 2022. Avant de débuter, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et donc, en ce début de semaine, des marchés assez prudents, surtout en Europe, et nous avons surtout une semaine assez chargée, notamment avec l'inflation en ligne de mire, des auditions de Jérôme Powell au Sénat et un événement aussi politique puisqu'on a le sommet entre les États-Unis et la Russie à Genève. Avant ça, nous avions le rapport sur l'emploi américain vendredi. Et après la publication du rapport mensuel sur l'emploi, qui conforte quand même le scénario d'une hausse prochaine des taux de la Réserve fédérale, Wall Street a quand même fini en légère baisse. Du moins, le Dow Jones a cédé, a terminé proche de l'équilibre, mais le Nasdaq, lui, un peu plus reculé, étant donné que la hausse des taux, comme vous le savez, pénalise les valeurs dites de croissance. Alors, un rapport sur l'emploi un peu mi-figue, mi-raisin, dans le sens où le département du travail a annoncé des créations de postes moins nombreuses qu'attendues, mais une baisse du taux de chômage et surtout une augmentation marquée des salaires. L'économie américaine a créé environ 200 000 emplois le mois dernier, alors que le consensus attendait le double, 400 000, mais le taux de chômage a baissé à 3,9%. Un niveau considéré quand même par certains économistes comme correspondant au plein emploi. Et le salaire horaire a lui aussi augmenté de 0,6% sur un mois. Donc, ces deux derniers chiffres pourraient en fait fournir des arguments supplémentaires à la Fed pour avancer tout simplement le resserrement de sa politique monétaire. En parallèle, forcément, les valeurs technologiques ont été pénalisées par la perspective d'une hausse du coût du crédit, tandis que, comme d'habitude, les financières ont profité de la hausse anticipée des taux qui devrait justement doper les marges du secteur. Donc voilà, en gros, ce qu'il faut retenir de ce rapport sur l'emploi publié vendredi par le département du travail. Ce matin, en Europe, des marchés plutôt prudents, les inquiétudes liées à la politique monétaire américaine et aux tensions géopolitiques incitent les investisseurs un peu à la prudence. Euh, le repli provoqué après le rapport mensuel sur l'emploi américain a ravivé des craintes forcément d'un resserrement accéléré de la politique monétaire de la Fed. Et les investisseurs pourraient aussi hésiter à revenir sur les actions avant justement la publication mercredi des chiffres des prix à la consommation aux États-Unis, qui devraient justement confirmer la persistance des tensions inflationnistes. Donc, côté BCE, ce week-end, on a eu Isabelle Schnabel, l'une des membres du directoire, qui a déclaré que la BCE pourrait réagir si la hausse des prix de l'énergie persistait. Ensuite, cette semaine, le prochain, enfin du moins les catalyseurs de la semaine à surveiller, c'est mercredi, avec, comme je vous le disais, les statistiques mensuelles des prix à la consommation américains, dont la hausse en rythme annuel pourrait atteindre 7% selon le consensus Reuters. Donc là, pareil, un nouveau pic pour l'inflation US. Donc une donnée clé vraiment à surveiller de près mercredi. Comme je vous le disais, on a d'autres événements clés aussi à surveiller cette semaine, dont les auditions de Jérôme Powell au Sénat avant le probable renouvellement de son mandat à la tête de la Réserve fédérale. Et enfin, les marchés attendent aussi le début du sommet entre les États-Unis et la Russie à Genève, lors duquel, eh bien, forcément, la situation en Ukraine devrait être l'un des principaux sujets de discussion. Donc quand même plusieurs craintes sur les marchés, que ce soit via les banques centrales avec
la politique monétaire, du moins le resserrement de leur politique monétaire, des tensions aussi géopolitiques et toujours ces craintes autour de l'inflation galopante. Ici, ce sont les anticipations de hausse de taux selon Goldman Sachs. Donc là, on a un graphique assez quand même farfelu, je trouve. Je le trouvais assez vraiment cocasse, ce graphique, puisque nous avons les prévisions de hausse de taux de Goldman Sachs par rapport à ce que price le marché. Donc, comme vous le savez, actuellement, le marché price 3 voire 4 hausses de taux. 3 hausses de taux, dont une première en mars, une deuxième en septembre, je crois, ou août, et la dernière sera au mois de décembre. Je vous avais présenté le graphique en début de semaine dernière, en vous expliquant voilà, les 3 hausses de taux à venir, et je vous disais que la troisième hausse de taux, ça risquait d'être compliqué, surtout si le marché affichait une bonne performance. Généralement, les banquiers centraux n'aiment pas trop venir gâcher la fête en fin d'année quand les performances sont plutôt bonnes. Donc là, le marché anticipe même 4 hausses de taux. Je trouve que c'est beaucoup. Encore une fois, ce sont des anticipations. Cela ne veut pas dire que ça va se produire. Et voyons déjà comment le marché va encaisser 2 hausses de taux. Parce que s'il les encaisse bien, bon, bah on fera une troisième. Pareil, s'il encaisse bien la troisième, on fera une quatrième. Mais comme je vous le disais, on peut s'attendre à ce que le marché perde pied, notamment en plus avec la réduction à venir du bilan de la Fed. Et ça, les marchés n'étaient pas vraiment prêts. Étant donné qu'on a beaucoup de liquidités sur les marchés, si la Fed réduit son bilan, ça veut dire qu'elle va retirer des liquidités. Et en plus, faire 4 hausses de taux, je pense qu'on aura un petit accident de marché et les investisseurs vont juger cette démarche beaucoup trop agressive. En tout cas, Goldman Sachs prévoit 4 hausses de taux cette année, à peu près comme le consensus. Vous voyez ici, c'est ce que price le marché et les anticipations ici en bleu foncé de Goldman Sachs. Donc 4 hausses de taux. Pour ma part, j'en vois 2 sûres. La troisième, tout dépendra de l'évolution des marchés et de la performance du S&P, mais alors la quatrième hausse de taux, ça risque d'être très compliqué. Donc en gros, ce serait une hausse de taux chaque trimestre. Ensuite, Goldman Sachs quand même, là je me demande s'ils n'ont pas fumé la moquette, très clairement, mais prévoit 10 hausses de taux d'ici le troisième trimestre 2024. C'est juste énorme. Entre-temps, il y a quand même plus de 24 mois qui vont s'écouler. Il peut se passer beaucoup de choses sur les marchés. Et donc, autant je suis assez d'accord sur les perspectives 2022, en tout cas sur les hausses de taux à venir. Concernant la quatrième hausse de taux, ça j'en suis vraiment moins sûr. Les marchés pourraient vraiment perdre pied, notamment le Nasdaq. Mais s'aventurer à dire 10 hausses de taux d'ici le troisième trimestre 2024, ce qui est bien supérieur au prix du marché, surtout, vous voyez que le marché est plutôt sur 6 hausses de taux, et bien parfois je me demande si Goldman Sachs, autant on arrive à faire parfois des prévisions assez pertinentes, mais ici, je me demande s'ils ne vivent pas dans un monde parallèle, car effectivement 10 hausses de taux, le marché ne serait pas du tout prêt à subir d'ici 2024 autant de hausses de taux. C'est quasiment une hausse de taux tous les trimestres. Et je pense qu'il le fera vite comprendre aux banquiers centraux et que, comme en 2018, si la Fed se montre trop agressive, elle devra faire marche arrière, baisser les taux et de nouveau injecter des liquidités. Voilà comment ça va se passer. Donc, des prévisions pour 2022 plutôt OK, sauf pour la quatrième hausse de taux, mais par contre à partir de 2024, je pense qu'ici on peut effacer tout ce qu'il y a là et on fera le bilan fin 2023 et voir un peu comment se comportent les marchés, parce qu'affirmer 10 hausses de taux, honnêtement, je trouve que c'est un peu tiré par les cheveux. Ici, nous avons le Nasdaq, une hausse en trompe-l'œil justement, puisque, comme vous le savez, le Nasdaq évolue en tendance haussière, mais hausse en trompe-l'œil dans le sens où
l'indice en fait est tiré uniquement par 10 valeurs, un peu moins. Comme vous le savez, Microsoft, Apple, Tesla, Amazon, Netflix, Nvidia, donc les Fangman. Et on a un indice qui est toujours assez bullish. Mais là, ce qui est intéressant de noter, en fait, si vous voulez, c'est qu'on a un indice qui est ultra haussier, mais si on décortique cet indice, on se rend compte qu'on a 40% des valeurs qui ont un drawdown de 50%, qui sont en tendance baissière. Donc 40% des valeurs en tendance baissière et un indice qui est toujours au perché. Donc encore une fois, ce qu'il faut retenir, c'est que hausse en trompe-l'œil, car les performances de certaines, on a comment dire, on a des performances, enfin, les performances sont ultra concentrées que sur les Fangman. Et comme, encore une fois, je le répète, mais elles ont une pondération tellement importante au sein de l'indice Nasdaq, à elles seules, les Fangman, je crois qu'elles pèsent plus de 50% de l'indice, sur un indice qui a quand même plus de 100 valeurs, eh bien, du fait de leur pondération aussi importante, on arrive à garder un indice haussier qui ne perd pas de pied, en tout cas, qui est dans un range, malgré plus de 40% des valeurs qui sont en tendance baissière. Donc là, pareil, vraiment, le Nasdaq, enfin en tout cas, très intéressant de décortiquer le Nasdaq pour comprendre la hausse. Effectivement, si on regarde les valeurs une par une, il n'y a pas beaucoup de valeurs actuellement qui sont en tendance haussière, c'est juste que les performances sont ultra concentrées sur quelques valeurs qui tirent l'indice à la hausse. Et justement, on fera peut-être le point techniquement, car ici sur le Nasdaq, on est dans un gros range, on se trouve sur la borne basse et on est sur le fil du rasoir. Et si on casse ce niveau, je pense que l'indice pourrait quand même perdre 4-5% dans les semaines à venir. Donc, je ferai un point technique sur le Nasdaq, car pour moi, on se situe là actuellement sur un gros niveau prix. Côté graphique maintenant. Commençons comme d'habitude par notre indice national, le CAC 40. Et donc, nous avons clôturé la semaine avec un peu une bougie hésitante, je trouve, quasiment une étoile filante. Pour qu'elle soit confirmée, bien évidemment, il faudrait qu'on clôture maintenant sous les 7150 points, qu'on enfonce le précédent top. Et dans ce cas-là, effectivement, on pourra aller chercher notre plat Tenkan comme premier objectif. Donc là, c'est l'élément que je note. Ensuite, deuxième élément, c'est le gap annuel. Finalement, il a été comblé. Alors j'aurais aimé voir l'indice aller chercher un peu ce niveau-là et faire une grosse correction pour venir combler le gap annuel, hebdomadaire et mensuel de la semaine dernière, donc un joli gap, donc ça c'est chose faite. Si vous étiez vendeur ici, eh bien prenez des bénéfices, étant donné qu'on a atteint un gros niveau, enfin du moins pour moi c'était un objectif à aller chercher. Je vous disais, on a un gap annuel, à la fois mensuel et à la fois hebdomadaire, forcément, il va être comblé à plus de, enfin, c'était une certitude à 99% qu'il allait être comblé. Maintenant, c'était surtout une question de temps. Finalement, il a été comblé assez rapidement. Comme je vous le disais, j'aurais aimé une poursuite de l'indice vers la borne haute pour vendre et aller chercher ce gros niveau. Bon, si vous étiez vendeur, tant mieux, prenez des bénéfices. Maintenant, on est sur support. Donc là, il faudra attendre la cassure du support. Et en cas de cassure du support, pourquoi pas aller chercher notre kit jaune, qui correspond justement à notre plat Tenkan. On est toujours aussi dans une belle dynamique haussière pour l'instant, au sein de ce triangle, et à voir à l'ouverture des marchés à 15h30, mais potentiellement, on se situe aussi sur une belle zone d'achat. Donc un marché qui est monté un peu haut, un peu fort, un peu vite, qui avait besoin de corriger, je pense. Mais si derrière on se stabilise et qu'on repart, eh bien je viserai l'objectif théorique de notre triangle, vers les 7500 points.
Non, malheureusement, les niveaux de Fibonacci ne tombent pas sur cette belle zone. En tout cas, ici, on a un gros niveau. Si ça casse, une vente pour aller chercher la Kijun. Aussi simple que ça. En données 4 heures, ça reste haussier, toujours. On a la MM50 qui va arriver en soutien ici. C'est une zone quand même qui peut et qui doit aussi se travailler à l'achat. Encore une fois, sur signal, mais j'aime beaucoup le niveau sur lequel on se situe, en tout cas. Je considère que l'objectif théorique du triangle n'a pas été atteint, qu'il manque quand même pas mal de points à aller chercher. Donc pour l'instant, je garde un biais haussier. Je passerai baissier à court terme si on pète cette zone pour aller chercher la Kijun. Mais pour l'heure, j'estime qu'on peut commencer à chercher des achats sur notre belle zone 4 heures, même daily. Voilà, une belle zone ici à 7183, 7165. Pour l'heure, pas de chandelier de retournement, pas de précipitation comme d'habitude. Vous voyez ici en données horaires, mais au moins attendre une bougie horaire. Au moins attendre une bougie horaire, un petit avalement haussier, un break haussier horaire pour se positionner avec un stop loss sous le bas de la zone et espérer un redémarrage de l'indice. Voilà ce que je vais surveiller en tout cas en ce début de semaine sur le CAC. La stabilisation et la reprise haussière, ou à l'inverse, si j'ai une bougie break horaire, baissier horaire, ici, clôture vraiment sous la zone, et bien objectif, notre plat Kijun et notre plat Tenkan hebdomadaire. Le DAX, c'est la même chose. C'est exactement la même chose que sur le CAC. Vous voyez que le gap ici, daily, enfin le gap annuel a été comblé. Voilà, bon, il a même été comblé vendredi. Là, la zone d'achat qui m'intéresse de nouveau sur le DAX, c'est plutôt les 15 008. 15 008, 15 830. On a un beau niveau ici. L'ancienne borne haute du range et la MM50 qui vient renforcer ce niveau. Donc là, le DAX, je l'attends un peu plus bas. Pour l'instant, j'estime qu'on est un peu au milieu de nulle part. C'est pas très intéressant. S'il peut se rapprocher de cette zone-là, comme sur le CAC, si on a des signaux 15 minutes horaires, eh bien, pourquoi pas tenter quelque chose. En tout cas, tenter un achat pour de nouveau venir taper cette zone. En données hebdomadaires, belle clôture sous la borne haute du canal. On a toujours ce setup qui est vivant, selon moi, comme sur le Dow Jones, à savoir la cassure Tenkan Kijun avec un bel avalement haussier en plus. Donc je garde un biais haussier toujours à moyen long terme sur l'indice allemand. Néanmoins, on bloque. On bloque et peut-être qu'on a un range, voilà, un range à venir comme cela. Donc j'attends de voir. Pour l'instant, ça tient, mais effectivement, si à moyen terme, on repasse sous ces niveaux, enfin qu'on rebreak dans l'autre sens notre Tenkan et notre Kijun, il faudra invalider ce plan et donc risque de trading range à venir pour l'indice allemand. En tout cas, là, on a un début de range qui est en train de se former. Il y a toujours ce setup haussier. Pour l'instant, ça tient, mais si on fait une réintégration trop violente, eh bien, je partirai dans une phase de trading range. Pour l'heure, comme je vous le disais, c'est un repli au sein d'une tendance haussière sur le niveau des 38,2 et on commencera véritablement à avoir une dégradation si on clôture sous ce niveau. Effectivement, si on réintègre ici, forte chance qu'on aille chercher le niveau des 50 et le 61,8. On est un peu plus bas. Pour l'heure, en données 4 heures, voilà. Ce que je surveille aussi, c'est effectivement un retour ici avec une reprise et si on nous fait une épaule, tête, épaule. Donc là, effectivement, j'invaliderai, voilà pourquoi j'invaliderai la cassure Tenkan Kijun. Pour l'instant, je cherche plutôt des achats sur ce niveau-là. Comme je vous le disais, on a un beau niveau clé vers les 15 008, 15 008, 15 836, donc plutôt envie de chercher des achats pour viser justement les 16 030. Et si derrière on échoue sur les 16 030 et qu'on réintègre les 15 008 et qu'on casse les 15 008, alors effectivement je passerai baissier.
puisqu'on aura la formation d'une épaule, tête, épaule. Et donc l'objectif théorique, ce serait quasiment les 15 500. Et dans ce cas-là, on partirait dans un énorme range début 2022 entre 16 300 et 15 000 points. Voilà un peu comment je vois les choses sur l'indice allemand. Le Dow Jones. Le Dow Jones, on est sur support pour l'instant. Elle vient d'où cette oblique? Ça sert à rien, je l'enlève. On est sur support. On donné 4 heures. Je veux quand même aller voir la tête de la bougie weekly. Bon, comme sur l'indice allemand, la cassure Tenkan Kijun qui me fait encore une fois garder ce biais haussier, puisque c'est un setup quand même de moyen terme, donc je verrai une poursuite de la hausse. Sauf si, même scénario que sur le DAX, on part dans un range. Voilà. Dans ce cas-là, on aurait un range 35 565, 34 560. Donc ça peut être aussi un range envisageable sur le Dow Jones. Donc ça, c'est une anticipation, comme sur l'indice allemand. Pour l'heure, ça reste haussier. On est sur support. On a un beau niveau à travailler. Sur le cash, j'ai pas beaucoup d'indications, je trouve. On va directement basculer sur les futurs, qui sont donnés 4 heures ou même horaires. Ce serait bien que la Tenkan remonte, mais je pense qu'elle va se mettre à plat plus tôt. Effectivement, si elle pouvait se mettre à plat par ici, ce serait quand même intéressant d'avoir un plat qui jaune sur zone. Et en horaire, bon, en horaire, on pourrait, avec le nuage qui se met à plat, avoir un range sur le cash qui sera en train de se dessiner. En tout cas, un scénario de range à venir pour l'instant. 36 180, 37 000 à peu près. Allons voir les futurs maintenant. Mini Dow Jones. Légère baisse sur les futes, bon, quasiment proche de l'équilibre. Comme je vous le disais, j'aimais beaucoup cette zone et ça correspond en fait à la borne basse du range 4 heures actuellement. Là, on a une très belle zone. Si on casse cette zone, effectivement, je passerai baissier pour aller chercher la zone précédente. Certains voient ici un triangle, pourquoi pas, je ne suis pas contre, effectivement. Et on est sur une belle zone clé. Donc pareil, pas de précipitation, à attendre. L'ouverture est 15h30, mais il y a peut-être une zone à travailler. Il y a quelque chose à faire ici, à mon avis, à l'achat. Pour l'instant, rien à faire, on est au milieu de nulle part. Il faudra attendre qu'on retape la zone, qu'on vienne pourquoi pas pullbacker l'oblique baissière, ce serait beau, et pour aller chercher derrière en TP1 et en TP2, et en TP3 si ça repart. Donc là, on a vraiment une très belle zone avec la MM50 qui arrive doucement. D'un point de vue Fibo, c'est les 38,2. C'est les 38,2 de Fibonacci. Donc vraiment, belle zone de prix à travailler. Pour moi, je pense à l'achat ici pour l'instant. Pas de signal, du moins pas encore. Donc j'attendrai l'ouverture des marchés US pour voir si j'ai une belle bougie ici qui se profile dans cette zone de prix. 35 960, 35 850. Et à l'inverse, si on a un gros break baissier horaire, dans ce cas-là, on abandonne ce plan et au contraire, il faudra se montrer plus prudent sur le Dow Jones. Alors, on pourrait démarrer une phase baissière derrière. Le Nasdaq, j'allais oublier le Nasdaq. Effectivement, il y a des choses qui m'intéressent sur le Nasdaq. Très rapidement. Bon, alors le Nasdaq qui est plombé par les taux, les rendements obligataires, la hausse des rendements obligataires. Maintenant, en données, donc là on va ouvrir avec un beau gap baissier sur le Nasdaq. Maintenant, en données hebdomadaires, on ne s'est pas arrêté n'importe où l'autre jour, enfin, en fin de semaine,
plaquette jaune ici. Donc là, ça va être très intéressant de voir la séance cet après-midi. Parce qu'on va ouvrir avec un gap baissier. Donc on est sur on va ouvrir sous la kit jaune. Ensuite, en données daily, effectivement, on est dans un gros range ici, comme vous pouvez le voir. On a un énorme range 16 350, 15 530, donc quasiment un range de 1000 points. Effectivement, si ça casse par le bas, on pourrait aller chercher bien plus bas. D'où mon invitation à la prudence depuis maintenant le début de semaine en vous disant attention, on assiste à une rotation sectorielle. Les valeurs value vont profiter de cette rotation au détriment des valeurs dites de croissance. Donc attention sur le Nasdaq et attention si vous êtes trader action. Maintenant, j'attends quand même 15h30 pour confirmer la cassure par le bas de ce range, étant donné que je note un début de divergence. Voilà. Là, si je vous montre, ici, on est en train de former une divergence haussière. Donc, si ça casse, bon, invalidation de la divergence. Pour l'instant, le Nasdaq chute en l'absence des investisseurs américains. Si à 15h30, finalement, ça fait un gap baissier, boum, le marché fait un contre-pied, que ça reprend de la hauteur, et on a une clôture 4 heures à l'intérieur du range, et qu'on valide la divergence, dans ce cas-là, on pourra tenter un achat sur la borne basse, avec un stop loss sous les plus bas du jour, pour aller chercher en TP1 le milieu de range vers 16 050 et en cas de cassure, retour en direction des 16 030. Voilà le plan sur le Nasdaq. L'euro-dollar, bon, c'est léthargique, encore une fois, sur l'euro-dollar. Le plan, c'est toujours le même. Néanmoins, je note quand même que on a du mal à aller plus haut. C'est compliqué pour l'euro-dollar. Une nouvelle fois, on fait une fausse cassure de... Là, on est encore une fois bloqué par la MM50. Donc, fausse cassure de la MM50 ici, bloqué par le bas du nuage comme ici, par la borne haute du range. Bon, je trouve que c'est très fragile sur l'euro-dollar. Il peine vraiment à reprendre de la hauteur. J'aurais aimé qu'on se rapproche un peu plus de la borne haute pour tenter de nouveau des ventes. J'ai plutôt un biais baissier, comme vous le savez, sur cette paire. Je vois mal l'euro repartir en direction des 1,1530. En tout cas, pas tout de suite. Pour l'instant, pour moi, c'est baissier, mais j'ai pas de véritable signal qui confirme un prochain mouvement directionnel à venir, malheureusement. Là, il faudrait qu'on arrive à faire dans la séance une cassure Tenkan Kijun. Ça me paraît peu probable, honnêtement. On n'a pas beaucoup d'éléments macro à venir cette semaine aujourd'hui. Mais il faut continuer à travailler ce range. Peut-être à chaque fois qu'on se rapproche des 1,1370, vendre, vite protéger. Mais on n'a pas de flux. En tout cas, on n'a toujours pas de flux directionnel. Et ça, c'est un peu un problème. Donc la stratégie est restée la même. Tenter des ventes sur signal proche des 1,1370. Sinon, cassure des 1,1270. Là, c'est vraiment un niveau que j'attends. Si on casse les 1,1270 et cette oblique, eh bien on ira chercher les 1,1199. Sinon, deuxième scénario, laisser végéter l'euro dans cette zone-là, attendre encore quelques jours et se rapprocher ici des 1,1370, borne haute du canal baissier, nuage Ishimoku. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est vraiment ultra baissier sur la paire et on est dans une zone de stabilisation et de consolidation. Néanmoins, pas de signal, pas de flux, juste une dynamique baissière et un biais baissier. Maintenant, voilà, on n'a pas vraiment eu de signal durant la nuit ce matin. Bon, c'est retombé, on n'est pas vraiment allé chercher la borne haute. Je reste à l'écart. Comme je vous le disais, pour moi, l'euro, j'aimerais qu'il remonte soit sur des gros niveaux pour avoir un point d'entrée parfait, soit qu'on casse une bonne fois pour toutes les 1,1270. Et pour l'heure, tant qu'on n'est pas ici, l'euro ne m'intéresse guère. Le GBP USD,
lui m'intéresse pour le coup, étant donné qu'on arrive sur un niveau clé. Donc, on est posé sur le niveau des 23,6. On a réussi quand même à casser la Kijun en clôture weekly en fin de semaine dernière. On est sur un gros niveau. Donc là, ça m'intéresse pour savoir si on continue à chercher des achats ou au contraire, on fait un reverse. Pour rappel, on était à l'achat suite à la cassure Tenkan Kijun. Je visais la borne haute du canal, objectif atteint, il avait été atteint ici, fin du trade, on était sorti justement avant le NFP, maintenant on est sur un niveau clé. Voilà. De retour sur la borne haute de notre canal baissier, si effectivement on casse ce niveau, eh bien j'attendrai un pullback. Si on casse pullback sur le niveau de support pour aller chercher les 1,3680 et les 1,38. Ça, ce serait la stratégie de poursuite de la hausse sur le GBP/USD. Maintenant, si d'ici aujourd'hui ou dans les jours à venir, on a un gros signal baissier, eh bien, il faudra appuyer sur la gâchette, vendre, placer un stop loss au-dessus pour aller chercher 1,3460 et 1,3555. Voilà le plan à venir sur le GBP/USD. En tout cas, j'aime beaucoup la dynamique. On se trouve à la croisée des chemins. Maintenant, aucune idée d'où va aller le marché. J'ai pas de signal. Pour l'instant, c'est haussier. Les acheteurs gardent la main. Si on casse ce niveau, on continuera de chercher des achats dans le sens de la tendance, du moins dans le sens de la reprise haussière. Soit avec un pullback ici, soit en jouant toutes les cassures Tenkan Kijun dans le sens du flux. Maintenant, si j'ai une grosse bougie flux baissière directionnelle ici, eh bien, fin de la hausse, reprise de la dynamique baissière, et on poursuit les ventes et on ira chercher les différents TP. Mais là, j'ai beau basculer en données 4 heures ou même horaire, je préférerais quand même attendre au moins une bougie 4 heures. Bon, bougie 4 heures, c'est des plus bas et des plus hauts, de plus en plus haut, ça reste haussier, pas d'alerte baissière, en tout cas pas dans l'immédiat, donc encore une fois, attendons un signal. L'AUD-USD, le TP1 a été fait vendredi sur mèche. Bon, malheureusement, on reprend un peu de hauteur. Mais le TP1 a été fait ici. Voilà. Je vous disais de chercher le plat qui jaune avec le niveau de 23,6 en TP1, mise à BE du stop pour viser TP2. Donc là, il a été fait vendredi sur mèche. Bon, on est reparti à la hausse. Je ne suis pas convaincu de ce mouvement haussier, je vous le dis très clairement. Peut-être mettre le stop à break-even, c'est trop tôt, je pense. Je vous avais dit de mettre le stop à break-even pour le NFP, donc ce qui en soit, ça est logique. Maintenant que le NFP est passé, si vous avez pris votre TP1, financez votre stop loss, ou au moins remontez votre stop loss, mais financez-le, mais pour moi c'est baissier en fait, cette paire. C'est vraiment baissier, là on reprend un peu de hauteur, mais je pense qu'on peut aller chercher plus bas. Donc là au moins il y a eu une prise de bénéfice. Je vous disais de mettre le stop loss à break-even, mais finalement je pense qu'il faut le remonter. Financer son stop loss, même un peu plus que le financer, dans le sens où même si on se fait taper, eh bien, on ne sort pas à break-even, on sort quand même avec des gains grâce au TP1, donc un peu plus que financer le stop loss, mais pas le mettre à break-even, car là on est un peu juste. Et en données 4 heures, on s'inscrit toujours. Je vais enlever les deux flèches. Ça reste baissier. C'est dommage qu'on soit repassé au-dessus des 0,7175. Ça, c'est vraiment dommage. Mais ça reste baissier en fait. Donc pour l'heure, pour moi, on a quand même une zone ici. Là, si je la prolonge, tant qu'on ne repasse pas au-dessus des 72,20, je pense qu'il faut quand même chercher. Il faut rester dans le plan vendeur qu'on a mis en place en fin de semaine dernière. D'où mon invitation, voilà, pour celles et ceux qui étaient vendeurs ici, c'est un peu juste de mettre le stop loss là et le remonter un peu, finalement. Remonter son stop, mais au moins, à la base, le stop loss était au-dessus des 0,73. Donc là, on l'a bien diminué, pris un TP1.
et remonter son stop juste au-dessus de la zone, voilà, au-dessus de la MM50, au-dessus de la zone, et laisser faire le marché. Mais je trouve que la dynamique demeure baissière et qu'on assiste peut-être simplement à un rebond, un mini rebond au sein de cette dynamique. On a quand même eu un bel avalement baissier, sortie de biseau par le bas, échec sur le niveau des 50%, bref, beaucoup d'éléments qui me font dire que la paire, enfin en tout cas à court terme, ça manque de carburant pour aller plus haut. Le gold maintenant. Alors, le gold, belle réaction du marché sur son oblique. Peut-être que certains ont tenté des achats. Effectivement, j'ai ajusté le tir sur le gold, tracé un canal haussier. Voilà. Je vous disais de surveiller la zone. Et effectivement, une nouvelle fois, on a 1, 2, 3, 4, 5 points de contact maintenant. Belle réaction du marché sur zone. Donc, point positif, mais prudence toujours, car on est quand même dans un marché assez piégeux et surtout en mode porte de sel. Donc là, si certains ont tenté des achats ici, pourquoi pas? La stratégie était vraiment bonne, je trouve. Le ratio risque-gain, risque-récompense était assez optimal par rapport aux bénéfices à venir si vraiment le marché repart. Donc effectivement, un stop loss sous les plus bas. Tout dépend de où vous êtes positionné. Si vous avez réussi vraiment à acheter ici, protégez-vous. Mettez déjà votre stop loss à break-even. On ne sait jamais. C'est un marché compliqué, capricieux, comme je vous le disais. Ça ne sert à rien de se mettre une énorme pression et de subir un poids émotionnel si ça part un peu dans tous les sens. Là, on a la zone, on a un beau niveau de prix. Si ça tient, tant mieux. On vise 1830. Si ça casse, tant pis. C'était pas le bon niveau. On attendra le prochain niveau. Voilà. Mais effectivement, au-dessus de la tête, on a beaucoup d'obstacles, toujours. En données 4 heures, je vais enlever ce range. Il est pas... Si on a un range, on a des excès ici. C'est surtout les 1830, le pivot clé à surveiller. Là, en données 4 heures, effectivement, on a toujours cette belle zone qui tient. Donc, pour l'instant, on a une hausse qui baisse, si vous voulez. Hein, pour faire simple, oui, c'est un peu haussier, mais on a beaucoup de vagues baissières un peu, donc difficile de mettre en place un plan de trading. Je trouve que voilà, on avait un beau niveau ici à mettre à profit. Si certains l'ont fait, bravo et tant mieux. Protégez-vous, visez la borne haute, 1815. Si ça tient à 1830, et là, ça reste, voilà, c'est le pivot à franchir pour libérer le potentiel haussier. En fait, c'est les 1830. Donc le jour où on cassera les 1830, là, ça deviendra véritablement, enfin ça redeviendra très intéressant sur le métal chaud. Là, on n'est pas à l'abri de remonter, de retaper la zone, d'aller plus bas. D'où vraiment mon invitation à se protéger très rapidement, surtout si vous êtes rentré ici, vous avez un très bon point d'entrée, potentiellement un point bas sur mèche. Donc stop loss à break-even, on laisse faire le marché et on vise dans un premier temps 1815. Ok, la moyenne mobile 50 qui vient faire support sur la zone, très bien. Et d'un point de vue de l'Ishimoku, ouais, on a le Platen qui jaune juste en dessous, mais voilà, au-dessus de la tête, on est pas voilà pourquoi je vise les 1815, vous voyez, c'est le Platenkan ici, le bas du nuage, donc 1815 c'était l'ancienne borne haute du range, mais le fameux pivot clé c'est les 1830, c'est un niveau qu'on n'a pas réussi à franchir depuis juillet. Enfin, si ici, mais bon, c'est vite retombé, et là on a bloqué une fois, deux fois. Donc pour moi, c'est vraiment le niveau des 1830 qui va nous donner de la visibilité derrière. Le Brent, toujours haussier, on avait un plan à l'achat sur cet actif. Belle bougie, franchement. Superbe réintégration du canal haussier.
en franchissant la résistance 79,80. Je vous disais de prendre un petit TP, à la limite, c'était pas interdit. Ici, on avait 1000 stops à break-even, pour le coup. Ce serait bien que le marché ne retombe pas trop bas, en fait. Parce que... Ou sinon, vous financez votre stop loss, encore une fois, en fait. On a 1000 stops à break-even. Je vous disais quand même de prendre des bénéfices ici, 50%. Donc, soit vous baissez votre stop en vous disant, tiens, si le marché vient faire un pullback, ce serait dommage de me faire sortir si derrière ça repart. Donc, rebaissez le stop. Comme ça, vous avez pris votre TP1 et vous financez votre stop loss, en fait. Donc, quoi qu'il arrive, vous ne pouvez plus perdre. Même si on fait un pullback, si on fait un pullback et que ça repart, tant mieux. Si on fait un pullback et que ça casse finalement, bien tant pis, mais au moins vous avez financé votre stop loss. Donc là, là-bas, je l'avais mis à break-even ici. Pour l'instant, laissons-le à break-even. Il y a encore de la marge. Mais après, à vous de voir si il est préférable de rebaisser son stop loss et de le financer ou de le laisser tel quel. En fonction de si on fait un pullback ou pas. Pour l'instant, ça reste haussier. En tout cas, en données 4 heures. Bon, voilà. Attendons la réaction sur Kijun. Là, j'aime bien en donner 4 heures. Tel quel, on laisse le stop loss à break-even, dans le sens où on a notre plaque jaune juste au-dessus et la même 50 qui va commencer à remonter. Donc logiquement, ça devrait tenir normalement. Derrière, bon, on a notre oblique. Ouais, si je triche un peu en coupant cette mèche. Bon, en tout cas, ici, on a un bon niveau, très clairement. Donc, laissons tel quel pour l'instant, stop loss ici, et on avisera si on casse la Kijun. Voilà, c'est le niveau que je surveille, les 80-80. Sinon, dans l'idée, comme je vous disais, une prise de bénéfice a dû s'opérer, et je vise les 85-50. Voilà, donc rien n'a changé, ça reste haussier pour l'instant, on est sur une reprise haussière, pas d'inquiétude à avoir. Espérons que le marché fasse juste un petit repli, et si on casse les anciens plus hauts, et bien pareil, on remontera notre stop loss. Là, pourquoi on mettra un stop loss win et on ira chercher les 85-50. Le WTI très rapidement, mais c'est la même chose finalement. Là pareil, bon, on n'avait pas de plan de toute façon en fait sur cet actif, c'était surtout sur le Brent, mais la dynamique est exactement la même. Bon, c'est pareil, c'est cassé. Si je prends la mèche ici en trichant un peu, on est pile poil dessus. Bon, mais sinon, c'est exactement la même chose, la même 50 qui remonte, le plaquis jaune proche de l'ancien top, on est au-dessus de la zone, la clôture hebdomadaire qui est confirmée au-dessus de la zone mensuelle, donc ça c'est un bon point. Et comme je vous le disais, on est potentiellement en train de faire un pullback. Bon, voilà. On est toujours en reprise haussière, ça reste haussier, pullback. J'avais un TP à 80-82, bon, on n'est pas tout à fait le chercher, c'est dommage. Mais derrière, comme sur le Brent, si ça repart fort, ce serait un objectif en direction des 84$. Les crypto-monnaies. Bon, bah, c'est la débandade, de toute façon, sur les cryptos. C'est baissier, enfin c'est baissier. C'est baissier à court terme. À moyen long terme, ça sent le marché de range. Donc ici, on a notre oblique qui passe par tous les plus bas. Donc on a un point, 2 points, on est en train de faire le troisième point de contact. On est sur zone. Effectivement, on a une grosse zone clé, hein, la zone des 41K, couplée à notre oblique haussière. Maintenant, les traders les plus aguerris tenteront, pourquoi pas, des achats sur cette zone pour viser les 44.
effectivement, on a quand même un beau niveau de prix à travailler à l'achat. Je me montre, comme je vous le disais, vraiment prudent. Je garde un biais baissier à un objectif vers les 37 000. Enfin, en tout cas, c'est sûr que si on casse les 41 000, je vise 36 000. 36 000 et 30 000 derrière. Objectif, alors on va reprendre de zéro. Si vous faites du DCA, vous jugez que ce niveau est pertinent, pourquoi pas? Si vous êtes un investisseur long terme, pourquoi pas? Attendez au moins un signal. Maintenant, si vous êtes patient, le marché pourrait aller plus bas. On a quand même validé des gros signaux baissiers sur les unités de temps plus longues. En tout cas, un trader pourrait tenter de jouer ce niveau-là sur signal. Pour l'instant, il n'y a pas de signal haussier, mais on est sur zone. Donc, effectivement, j'estime qu'à court terme, on a un beau niveau à travailler. Si ça fonctionne, je vise les 44 000. Pas plus, pas moins. En tout cas, ce serait pullback sur l'ancienne zone. Maintenant, si on casse cette zone derrière, c'est 36 000. 36 000, pourquoi? Car c'est notre divergence baissière mensuelle qui est activée. Et objectif, c'est 50% de retracement de la dernière vague de hausse. Donc pour moi, la dernière vague de hausse, c'est celle-là. Tac. Donc les 50%, c'est 36 500, ce qui correspond forcément à notre plaquage jaune. Vous voyez ici. Derrière, on a quand même le sentiment qu'on est dans un range. Donc si on break les 50%, je viserai les 30 000 $ sur le BTC. Aussi simple que ça. Pour l'instant, on est sur le fil du rasoir, 41 000. C'est un beau support. Je l'accorde. Plutôt un support réservé pour les traders. Les investisseurs long terme attendront, justement ceux qui font du DCA, attendront peut-être la cassure des 44K en se disant bah tiens, on a quand même recassé un gros niveau, ça peut être intéressant, on a un début de reprise haussière. Tandis que si on casse pas, qu'on fait juste on rebondit, pullback, derrière ça casse, eh bien vous pourriez attendre et avoir du BTC à 36 600, voire 30 000 $ derrière. En tout cas, voilà les grandes lignes à retenir sur le BTC. Pour l'instant, ça reste baissier. Un objectif théorique, c'est 50%, c'est à 36 000. On est sur une zone. Les traders aguerris peuvent tenter des achats sur signal. Pour l'instant, pas de signal sur la zone. Si cette dernière casse, vous connaissez mes deux TP. 50% et retour sur la borne basse du range. Et une année 2022 de range pour le BTC. Voilà une possibilité sur cet actif. Concernant l'Ethereum, eh bien c'est la même chose. On est sur zone, voilà, 38,2. On est sur 38,2. La divergence baissière est activée. L'objectif, ce serait les 50, 2475. Donc là, pareil, on est sur un niveau clé, je vous l'accorde, mais on peut aller plus bas. Donc quand certains disent buy the dip, très bien, encore une fois, c'est les soldes. Je le répète, dans les soldes, il y a plusieurs démarques, surtout en fin de solde. Donc, on pourrait très bien avoir de l'Ethereum à 2545 $, voire 2500 $. Donc, pareil, cette divergence est activée. Objectif théorique de la div, c'est les 50%. Ici, on a un niveau intermédiaire. On a quand même cassé la Tenkan, la Kijun, pardon, weekly. On pourrait venir chercher ce niveau pour rebondir. Pourquoi pas venir chercher la même 50, rebondir avant de retaper et redescendre? C'est envisageable. Maintenant, on a notre niveau 38,2. Là, on a le 61,8 qui est pas loin. On a le 38,2 qui est juste ici de la dernière vague de hausse. Et on est sur la borne basse du canal. Donc, je peux comprendre celles et ceux qui ont envie de tenter un petit trade de rebond technique. Voilà. Mais pour l'instant, c'est plutôt un marché de trader. Je comprends ce scénario. Effectivement, on a un joli canal baissier. Voilà, on a un beau canal baissier qui est en place. Je vais essayer de le tracer un peu mieux. En prenant vraiment. Oh non, il était déjà bien tracé en fait. Donc, joli canal baissier qui est en place.
Ok. Donc, je peux comprendre celles et ceux qui ont envie de tenter sur le niveau des 38 de le rebond. Pour l'instant, il n'y a pas de signal. On est proche de la MM50 qui est pas très loin. Venir taper le bas du canal pour faire le pullback. Mais derrière, voilà, si on a un niveau de prix à aller chercher, une zone de prix intéressante, c'est les 2875 ou les 2500. Les 2500, 2545, c'est les 50%, pour rappel, de la dernière vague de hausse. Donc là, pareil, on a une oblique qui passe par tous les plus bas. Laissons le marché. Je n'exclus pas un rebond pour venir taper ici. Et là, on pourra commencer à chercher des achats vers cette zone-là. On a une très belle zone de prix, 2860, 2875, couplé à l'oblique, mais je garde en tête l'objectif théorique à 2545. Pour l'heure, c'est vraiment baissier. On a un flux baissier en fait. Là, on a perdu plus de 20% à l'espace de quelques séances. Si je me mets en données 4 heures, pour l'instant, c'est baissier. J'ai aucun signal de retournement, que ce soit sur toutes les unités de temps. Donc, ne vous précipitez pas, ne foncez pas tête baissée là sur les cryptos. On peut aller plus bas, il faut se montrer patient, il faut garder du cash et intervenir sur les gros niveaux clés. Là, on est sur un niveau intermédiaire pour moi, un bas de canal et un 38,2 de retracement de vague de hausse. Pour moi, les gros niveaux clés, c'est 2875 et 2545. Plutôt un marché réservé aux traders qui vont être capables de jouer des rebonds très rapidement et de se protéger. Si vous êtes un investisseur DCA, eh bien, on attend une stabilisation au moins des cryptos. Et pour l'instant, c'est un couteau qui tombe. Donc, on n'attrape pas un couteau qui tombe, on attend une stabilisation. Donc, le marché ne va pas faire un V-bottom. À chaque fois, il se stabilise avant de repartir. Il chute, il se stabilise, il repart. Et à chaque fois, c'est toujours la même chose. Chute, stabilisation, ça repart. Chute, plusieurs bougies de stabilisation, ça repart. On a rarement des V-bottom sur les cryptos, j'ai remarqué. Donc là, pour l'instant, couteau qui tombe. Attendons qu'il se plante. Stabilisation sur un des deux gros niveaux de support. Et ensuite, on verra si on peut de nouveau chercher des achats sur ce marché. Sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme d'habitude, je vous souhaite une excellente journée, de très bons trades. Soyez prudents et je vous dis à demain pour un nouveau point complet sur la planète finance.